dans cette 5e édition de la semaine de l'alternance à Uniformation, l'opérateur de compétences de la cohésion sociale. De nombreux événements sont prévus dans toute la France et d'ailleurs tout est en ligne sur notre site à Uniformation, des événements avec des CFA, des organismes de formation, des partenaires de l'emploi, des partenaires institutionnels et de nombreux échanges sont programmés avec des employeurs pour parler des bonnes pratiques en termes de recrutement en alternance. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir la présidence d'Uniformation et sa direction générale avec Natalia Jourdain, présidente. Bonjour. David Cluzot, vice-président. Bonjour. Et Olivier Philippe. Bonjour à tous. Directeur général d'Uniformation. Alors, à Uniformation, l'alternance s'est nettement développée ces 5 dernières années dans la cohésion sociale. Pour autant, cependant, les difficultés économiques des structures de l'économie sociale et solidaire, de la cohésion sociale en général, se font sentir. Que pouvez-vous dire des tendances 2025, Natalia Jourdain ? Alors effectivement, l'apprentissage s'est beaucoup développé dans la cohésion sociale, mais comme on pouvait l'imaginer, le contexte de l'année 2025 que nous avons tous en tête a marqué un retournement de cette dynamique avec un recul d'environ 15% du nombre de contrats en alternance. Par rapport à l'année 2024, nous avons environ, de manière très certaine, 15 500 apprentis, 2100 contrats de professionnalisation, et si on y ajoute les 1800 Pro A, la promotion par l'alternance, on arrive à un petit peu moins de 20 000, très exactement à 19 400 alternants sur l'année 2025. Donc oui, effectivement, c'est une baisse par rapport à ce qu'on avait pu connaître les dernières années. Pour autant, c'est un nombre qui est tout à fait marquant pour un secteur qui, historiquement, n'avait pas l'habitude du recours à l'apprentissage. Donc, c'est tout de même une bonne nouvelle. Olivier Philippe, comment pouvez-vous expliquer cette baisse de recours à l'alternance ? Alors, les chiffres qui sont à notre disposition indiquent qu'il y a en fait deux raisons principales. Pour un tiers d'entre elles, un tiers de la variation est expliqué par le fait que le gisement d'entreprises nouvelles qui chaque année venaient découvrir l'alternance, ce gisement se tarit. Deuxième raison, alors qui pèse plus lourd, à hauteur de 2 tiers, c'est que des entreprises qui avaient déjà goûté à l'apprentissage et à l'alternance semblent s'en être un peu détournées. Alors, pour éclairer ces premiers éléments, on a mené une petite enquête, on a questionné ces entreprises, et qu'est-ce qu'elles vont nous répondre ? Elles vont nous répondre, alors il n'y a rien de surprenant là-dessus, mais c'est bien de l'avoir de façon concrète. Elles vont dire, déjà c'est un peu cher désormais pour moi. Elles vont dire aussi le contexte économique global ou celui qui est propre à ma structure ne me permet plus d'aller sur cette question de l'alternance. Donc on voit que pour ces entreprises, ils ont été contraints d'abandonner cette première chose qui était pour elles un recrutement avec une nouvelle ressource. Et 2 autres raisons un peu plus marginales, parce que les raisons que je viens d'évoquer, ça pèse 85%. Les 15% qui restent, ça va être en fait des entreprises qui vont nous dire si, c'est super l'alternance, sauf que j'ai déjà un alternant dans mon équipe et je n'ai pas le besoin, la ressource pour en avoir un deuxième. Et puis, de façon beaucoup plus marginale, certains vont dire j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. Donc là, il y a, mais ça reste marginal, un problème d'appariement entre une envie des entreprises et puis la ressource, que ce soit en termes d'apprentis ou simplement en centre de formation. Alors, l'année 2026 est déjà bien entamée, et pour autant, la campagne de l'alternance bat son plein. Que pouvez-vous dire de cette année 2026 ? Sera-t-elle porteuse d'alternance, de recrutement en alternance ? David Cluzot ? Si seulement nous en étions certains.
en tout cas, nous, on va mettre toute notre force pour qu'elle soit porteuse en matière d'alternance, et les équipes d'uniformation vont se mobiliser pour cela, ça fait aucun doute pour eux. Mais on est quand même dans un contexte assez particulier, une austérité budgétaire qui se reproduit, ce qu'on a connu en 2025 se reproduit en 2026, en s'accroissant par ailleurs sur des contraintes qui deviennent aujourd'hui, je ne dirais pas insoutenables, mais en tout cas qui freinent très largement l'envie d'investir dans l'alternance d'une manière générale et sans doute dans l'apprentissage d'une manière particulière. 2-3 exemples, les baisses des aides d'État, qui sont alors, des aides aux employeurs qui sont quand même nettement diminuées aujourd'hui, et à Uniformation, ça va être assez... ça va avoir un impact certain. 49% des contrats conclus en 2025 étaient d'une certification de niveau 6 ou 7 dans les entreprises de moins de 250 salariés. Et là, c'est là que la baisse de l'aide aux employeurs est le plus significatif, moins 3 000 euros. Donc alors, si ça ne freine pas, je n'arriverai pas à comprendre pourquoi. Mécaniquement, ça va nécessairement freiner. On en mesurera l'auteur et on essaiera de le modérer. On a aussi la question du baisse du niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage. Ça, c'est aussi un vrai sujet. Alors, le niveau de prise en charge, en soi, c'est pas tant la question, c'est ce qui va rester ensuite à la charge pour finir de financer la formation. Donc la fragilisation d'une part des organismes de formation qui vont se retourner vers l'apprenti ou vers l'entreprise pour prendre en charge ce qu'il restera à payer. Ça va poser un vrai sujet, c'est attendu dans l'été. Donc qu'est-ce que ça aura comme conséquence? On ne le mesure pas encore complètement. Et avec en plus un système qui est biaisé. Aujourd'hui, il y a plutôt quelque chose d'intéressant qui était proposé par France Compétences dans la réforme en disant on va permettre aux branches d'aller focaliser ou faire l'effort sur les formations qui sont prioritaires dans les branches professionnelles concernées, en pouvant valoriser certains niveaux de prise en charge en fonction des priorités de la branche. Plutôt extrêmement intéressant. Mais pour que ça fonctionne, il faudrait que le cadre de départ ne soit pas biaisé et qu'il n'y ait pas finalement déjà des tarifs planchers qui soient financés par France Compétences, qui rend en réalité les marges de manœuvre dans le volume qui nous est dédié assez faible. Ça va poser un problème. Donc, une ambition qui risque, en réalité, de rester extrêmement limitée. Troisième point, sans doute aussi, qu'il faut bien avoir en tête, c'est le contexte économique global pour les acteurs de la cohésion sociale. C'est un contexte économique extrêmement difficile, budgétairement, notamment dans le secteur associatif. On voit bien les difficultés qui sont en train de s'ancrer, voire de s'enquister maintenant depuis plusieurs années. Et donc, une capacité à pouvoir recruter qui est très atténuée, et qui va se ressentir aussi sur l'apprentissage. Alors, voilà, un paradoxe à souligner quand même, c'est qu'une des raisons des difficultés aujourd'hui du secteur en matière budgétaire, c'est parce que le secteur va devoir payer globalement la taxe d'apprentissage, ce qui vient lui retirer un certain nombre de moyens. Pour tout le secteur associatif, pas que la cohésion sociale, mais au global, c'est 380 millions d'euros de recettes en moins, ou de moyens en moins, puisqu'il va falloir payer la taxe d'apprentissage. Alors bon, l'alternance, ce n'est pas que l'apprentissage, c'est aussi le contrat de professionnalisation, et finalement, peut-être que le contrat de professionnalisation est aussi une solution pour rentrer dans l'alternance. Un côté donc un peu plus positif par rapport à ce contexte extrêmement tendu. Natalia Jourdain, par rapport à ces difficultés, pensez-vous que les structures de la cohésion sociale ont toujours envie de recruter en alternance? Alors, oui. Oui, le baromètre emploi-formation qu'Uniformation fait depuis quelques années tous les ans, donc qui a été diffusé en début d'année, le démontre, une entreprise sur 4 a envie de recruter. Maintenant, est-ce que cette envie va suffire dans ce contexte économique effectivement compliqué dont David vient de parler à l'instant, et la réalité aussi sur le coût de l'apprentissage qui vient d'être décrit, on verra bien, ça sera un peu plus compliqué à sonder, mais en tout cas l'envie est là pour au moins une entreprise sur 4. On verra comment elle va se traduire dans la réalité. C'est une bonne nouvelle. Et l'envie est là, et en même temps, on a des branches professionnelles à Uniformation qui se mobilisent. David Cluzot, que font les branches professionnelles actuellement pour essayer de réduire tous ces freins?
les branches professionnelles font ce qu'elles peuvent dans le cadre qui leur est imparti ou dans le cadre qui leur est permis en réalité. Si on prend une formation, les branches professionnelles ont historiquement un investissement important en matière de formation professionnelle parce qu'elles ont une contribution conventionnelle spécifique qui leur donne des marges de manœuvre. Encore faut-il que ces marges de manœuvre dont elles disposent, elles puissent les utiliser. En l'occurrence, pour favoriser l'apprentissage, en fait, elles n'ont quasiment pas de marge de manœuvre puisque les fonds conventionnels ne peuvent pas être utilisés en soutien à l'apprentissage. Pour autant, ces financements conventionnels, on peut les utiliser pour autre chose. Donc on revient au contrat de professionnalisation que j'évoquais tout à l'heure. Et finalement, que ce soit l'OPCO d'une manière générale ou les branches professionnelles, elles vont s'orienter vers le contrat de professionnalisation pour mieux soutenir le contrat de professionnalisation, qui a plein de vertus. On l'oublie trop souvent. D'abord, ça permet de pouvoir proposer des solutions d'alternance à des publics plus âgés. Ça permet aussi d'ouvrir des certifications ou des qualifications qui ne sont pas couvertes par l'apprentissage. Par exemple, les CQP. On sait que les CQP, c'est un vrai outil des branches professionnelles. Et à partir de ce moment-là, les branches vont plutôt investir les contrats de professionnalisation, sous l'impulsion par ailleurs du conseil d'administration de l'OPCO, qui a pris la décision encore cette année de renforcer la prise en charge financière de ce dispositif de plusieurs manières. Une des manières, c'est de remettre en place l'aide à l'exercice de la fonction tutorale versée à l'entreprise pour un montant de 1 380 €. C'est pas neutre, mais on sent bien que c'est absolument nécessaire dans le contexte actuel de devoir le faire, et qui complète un forfait de prise en charge aujourd'hui qui s'élève à 15 €. Par heure de formation, et qui est par ailleurs complété par un certain nombre de branches qui, elles aussi, ont décidé qu'il fallait faire un effort supplémentaire pour soutenir le contrat de professionnalisation et qu'on vont venir en complément de ces 15 € en additionnant de 3 à 10 € selon les branches professionnelles. Donc, des branches qui agissent là où ça leur est permis, et là où ça leur est permis, c'est le contrat de professionnalisation. Donc, potentiellement, un contrat de professionnalisation qui pourrait être mis en avant, même si, depuis quelque temps, on ne le constate pas complètement. C'est un bel effort. Alors passons sur un autre sujet. Certaines entreprises n'ont pas encore sauté le pas de l'alternance, uniformation, avec les branches professionnelles de la cohésion sociale. Elles ont décidé de comprendre ces raisons et ont mené une étude. Olivier, Philippe, pourquoi cette étude ? Eh bien, on l'a dit déjà dans cette discussion, certes, la cohésion sociale a fortement progressé en termes de recours à l'apprentissage. On a les chiffres, on a multiplié par 5. Est-ce qu'on peut se satisfaire de cet état? Probablement, mais pour moi non. Il faut comprendre pourquoi, en gros, il y a une structure sur 2 qui n'a pas encore goûté à l'apprentissage et à l'alternance. Donc, voilà, devant cet obstacle, on est allé regarder de façon... Alors, l'idée, ce n'est pas d'imposer l'apprentissage et l'alternance comme la solution miracle à tous les problèmes des structures de la cohésion sociale, mais c'est plutôt de donner les moyens à tous ceux qui pourraient avoir un usage raisonné et raisonnable de la suite, de ne pas être entravés par des freins divers et variés. Une fois qu'on a dit ça, l'idée, c'est aussi de dire que notre offre de services, elle doit aussi s'enrichir des conclusions de cette étude-là. Même si on ne pourra pas tout faire, il va falloir que de ces conclusions, on en tire un plan d'action raisonnable à mettre en place, par exemple, dans le délai des 3 ans qui nous viennent en termes de convention, d'objectifs et de moyens avec l'État. Merci. David Cluzot, vous, de votre côté, quel enseignement avez-vous en tirer ? En fait, cette étude traduit quelque chose qu'on connaît et qui est intrinsèque aux entreprises de la cohésion sociale. C'est la volonté de transmission qui est au sein des entreprises. C'est quelque chose qui est tout à fait culturel dans le secteur de la cohésion sociale, sur le modèle finalement de l'entreprise apprenante. Mais ce n'est pas illogique. Quand on se connaît un tout petit peu, on voit bien tout l'intérêt qu'on peut y avoir. Il y a vraiment aussi cette idée que l'alternance est une modalité de formation tout à fait pertinente. Mais pas si facile que ça à mettre en œuvre, notamment financièrement. On en parle depuis tout à l'heure. Et par ailleurs, c'est un environnement complexe. Si vous avez déjà essayé,
élaborer un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation. Il y a quand même quelques logiques de simplification qui seraient sans doute absolument nécessaires de penser pour faciliter la vie à la fois des employeurs, des CFA, des stagiaires, enfin de tout le monde, pour que l'acte de rentrer en apprentissage, de rentrer en alternance soit un acte finalement simplifié, presque naturel, et qu'il n'y ait pas ces difficultés administratives qui finalement sont absolument contre-productives. Donc on le voit bien, il y a quelques écueils encore qu'il va falloir réussir à lever. Ça n'appartient pas à l'OPCO de les faire tous, mais nous travaillons à notre portée. Par ailleurs, il y a aussi un volume assez important de travail encore à faire auprès des entreprises, puisque globalement, 2/3 des répondants nous disent bah oui, nous on pense que l'alternance c'est une vraie solution pour travailler à la fois sur la formation, mais aussi potentiellement pour faire un peu de gestion prévisionnelle des emplois et d'améliorer les compétences au sein de l'entreprise. Il y en a qu'un tiers qui disent non, on ne veut pas d'alternance, on refuse, c'est trop compliqué, ça nous intéresse pas. Il y a un truc étonnant dans cette enquête quand même, c'est cette idée, démontrerait presque que finalement le très grand concurrent de l'apprentissage, c'est le stage. Le stagiaire qui arrive dans l'entreprise, comme si d'un seul coup, le stagiaire ou le stage devenait une modalité de formation. Ce qui est absolument pas le cas. Donc, le stage est évidemment intéressant, c'est évidemment absolument nécessaire, mais il ne faut pas le confondre avec une situation de formation en alternance, qui est une formation, qui est une situation très cadrée, encadrée. Il y a des tuteurs, il y a des centres de formation, il y a quelque chose qui aujourd'hui est beaucoup plus structuré. Je ne dis pas qu'il faut lutter contre le stage est nécessaire, mais il ne faut pas confondre les choses. Et on a aussi cette acculturation-là à faire auprès des entreprises de la cohésion sociale, comme on leur a dit, et d'ailleurs ça ne se retrouve pas dans l'enquête, que les contrats aidés n'étaient pas, ou l'alternance ou l'apprentissage n'était pas une alternative au contrat aidé. C'est vraiment quelque chose de tout à fait différent. Ce sont des outils qui sont à disposition ou des jeunes en formation ou des entreprises qui ont des objets parfaitement divers. Puis l'étude, elle montre aussi qu'il y a un certain nombre, enfin lever un certain nombre de préjugés sur les freins liés à l'alternance. Justement, est-ce que vous avez un exemple précis de frein au recours, mais qui n'a pas été confirmé par cette étude? En fait, il y a toujours cette idée de dire que pour que ça fonctionne, l'alternance, il faut qu'il y ait une offre de formation à proximité de l'entreprise d'accueil et à proximité du lieu d'établissement, de l'impétrant, pour le dire de cette manière-là. Or, on remarque que finalement, dans l'enquête, personne n'a dit que c'était une question de non-recours à l'alternance. Donc là, il y a une espèce de mythe. Alors attention, ça ne veut pas dire que pour autant, il ne faut pas favoriser l'émergence d'une offre de formation qui soit dense, qui soit quand même pas, qui soit relativement proche et qui favorise, en tout cas, qui n'empêche pas les mobilités. Mais ce qui est clair, c'est qu'une offre de formation de proximité, si c'est une condition nécessaire peut-être à la réussite, quoi qu'il arrive, elle n'est pas suffisante. Merci David Cluzot. Je reviens vers vous, Olivier Philippe. La cohésion sociale, aujourd'hui, c'est majoritairement des petites structures. Alors, comment vous allez faire pour toucher ces petites structures qui ne recourent pas à l'alternance? Quel est le plan d'action? Alors, on a pu mener avec l'aide d'un prestataire une enquête assez intéressante qui a permis, au-delà du recensement de tous les freins, difficultés qu'on a pu déjà évoquer lors de nos échanges, une typologie de 5 types d'entreprises et qui a pu mettre en avant quelles pourraient être des solutions en fonction de ces spécificités, un petit peu comme si on avait 5 personas d'entreprise. Désormais, il revient aux équipes techniques et bien sûr aux instances paritaires d'uniformation de se saisir de ces propositions de façon à identifier, je dirais, quelles seraient celles qui peuvent aboutir à des résultats très rapides, on dirait des quick wins si on était anglophone, celles qui sont peut-être plus difficiles à aller chercher, mais prioritaires à travers le sens qu'on veut donner à ces démarches. Donc là, la semaine qui va s'ouvrir sera l'occasion pour des réunions paritaires pour justement peser sur toutes ces propositions qui sont faites. L'idée étant toutefois qu'on va, comme on l'a laissé entendre, aussi nous aussi agir un peu sous contrainte budgétaire, c'est-à-dire qu'au-delà de l'envie, il y a les moyens qui nous sont laissés pour y travailler, mais la volonté est bien là. Les partenariats sont notamment des moyens. Natalia Jourdain, quel rôle jouent les partenariats nationaux et même territoriaux sur cette stratégie ?
Alors oui, effectivement, les partenariats sont un élément très très important. C'est par ce biais-là qu'on arrive au final à mettre en œuvre les projets sur les territoires, puisque Uniformation accompagne les branches professionnelles, les entreprises adhérentes, mais d'autres acteurs sont en charge d'accompagner les publics. Les acteurs de la formation sont aussi une composante de cet écosystème très très riche de l'alternance, et c'est par le biais justement de ces partenariats qui vont créer des interactions, des rencontres pour au final, mettre de manière très concrète et effective les projets en œuvre sur les territoires. D'ailleurs, nous avons signé fin 2025 un nouveau partenariat avec Unifpro pour justement mettre en œuvre les formations de niveau supérieur, les formations universitaires de niveau supérieur, puisque dans la cohésion sociale, eh bien, un contrat d'apprentissage sur 2 se fait dans le supérieur. Nous avons un secteur d'activité dans la cohésion sociale qui est très attractif aujourd'hui pour ceux qui veulent donner du sens. Donc, par ce biais-là, voilà, on met en œuvre ces formations, on les promeut pour que ça puisse infuser, je dirais, auprès des jeunes qui cherchent du sens, mais aussi des moins jeunes qui ont envie de se reconvertir dans un domaine qui a du sens, et ça, c'est très important. Ben oui, c'est ça aussi. Aujourd'hui, voilà, les contrats d'apprentissage en 2025, la moitié ont été conclus donc sur des niveaux supérieurs. Donc là, on vient de voir effectivement l'importance de ce partenariat aujourd'hui avec Unifpro, mais il y a peut-être d'autres partenariats plus locaux qui existent cette année. David, vous pouvez peut-être nous en évoquer un, je crois sur le territoire de la Guadeloupe, c'est ça ? Oui, en fait, il y a une convention, on vient de conclure une convention de partenariat assez originale avec la région de la Guadeloupe, puisque avec le Conseil régional de la Guadeloupe, avec l'idée de, évidemment, on parle de l'apprentissage, développer l'apprentissage, renforcer l'attractivité des métiers de la cohésion sociale, favoriser les rencontres entre les jeunes et les employeurs et les entreprises. Et ce qui est particulier dans cette convention, c'est qu'elle va permettre de financer des actions qui sont directement mises en place par Uniformation. C'est très original. D'ailleurs, j'invite toutes les régions à prendre exemple sur ce qui se passe dans la région Guadeloupe. Toutes les régions, bien évidemment, qu'elles soient hexagonales ou ultramarines. Ça a permis, par exemple, de lancer quelque chose qui est absolument nécessaire, c'est de mettre en place une prépa apprentissage, quelque chose aujourd'hui qui devient rare et qui pourtant est absolument impératif, cette espèce de sas avant d'entrer en apprentissage pendant 3 mois, qui permet aux jeunes les plus éloignés de l'emploi de pouvoir accéder dans les meilleures conditions possibles à l'apprentissage, ou finalement aussi de renoncer si on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas. Mais en tout cas, de ne pas être en situation d'échec. C'est une manière de prévenir les ruptures. Donc ça fait partie des choses qui sont absolument essentielles, et on peut se féliciter que le Conseil régional de Guadeloupe nous ait entendus à ce sujet. Et puis bien évidemment, si on veut que ça fonctionne, mais il faut aller raconter un petit peu à tout le monde ce que c'est que l'apprentissage, à la fois aux jeunes, à la fois aux entreprises, et organiser ces rencontres entre les structures intéressées, et de participer au job dating, côté français, au job dating qui seront organisés sur l'île pendant le road trip qui va avoir lieu la semaine prochaine dans le cadre de notre semaine de l'alternance dans la cohésion sociale. Merci David. On l'a vu, l'accompagnement des entreprises, c'est un facteur clé pour lever les freins, pour sécuriser les parcours professionnels. Ça passe logiquement aussi par des outils concrets, des outils adaptés. Olivier Philippe, quels sont les nouveaux outils que vous allez mettre à disposition des entreprises cette année ? Alors, avant de parler des nouveaux outils, regardons déjà l'acquis qu'on met encore à disposition des entreprises et de la cohésion sociale. Et parmi ceux-ci, il y a l'emblématique simulateur, comparateur des contrats en alternance. C'est quelque chose qui vit, parce que l'actualité juridique vient toutes les 15 jours, peut-être pas, mais en tout cas tous les semestres, obligé à regarder la machine, à réajuster tous les éléments de calcul. Et c'est un élément très important qui peut débloquer des situations parce qu'il donne clairement
ce que ça peut coûter lorsqu'on s'engage dans un tel parcours. Il faut, on va faire un peu de publicité. Hein, cet outil-là était suffisamment pertinent pour qu'aujourd'hui il soit la colonne vertébrale de tous les simulateurs que vous pouvez trouver chez nos confrères. Au-delà de ça, on continue à travailler sur un point assez important, c'est tout l'outillage autour, je dirais, de la simplification administrative, ou plutôt comment essayer de rendre à peu près compréhensible un processus qui n'est pas nécessairement, je dirais, de prime abord, et qui peut conduire à des échecs. C'est-à-dire, au bout d'un moment, lorsque vous êtes une petite entreprise, lorsque la complexité administrative vous submerge, au bout d'un moment, vous baissez les bras. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner par des ateliers, par des temps où on va accompagner les entreprises, leur répondre à des questions tout à fait pratiques. Alors, ce sont nos équipes régionales, ce sont nos assistantes qui sont à la manœuvre et qui régulièrement vont travailler sur ce point-là. Et elle ne travaille pas en vain. Elle ne travaille pas en vain parce que sur nos enquêtes, ce qu'on va remarquer, c'est que ce sujet de la complexité administrative, alors, il ne disparaît pas, hein, je ne vais pas vous raconter des sornettes en la matière, mais aujourd'hui, ça pèse 15% de moins qu'il y a encore quelques années. Et on le voit aussi à travers le nombre de contrats que les équipes administratives d'uniformation doivent reprendre parce qu'ils nous arrivent de façon incomplète. Il y a encore quelques temps, c'était presque 4/5 qui étaient peu ou prou non conformes. Aujourd'hui, ça s'améliore et c'est un élément qui... un petit grain qui est levé et qui permet de mieux aller sur la partie alternance. Et puis on a un petit sujet aussi sur l'accompagnement des tuteurs. Si vous pouvez nous en dire peut-être un peu plus. Oui. Comment des nouveaux outils par rapport à ça? Oui, alors là aussi, rien de magique, mais par contre une formation dont on a complètement rénové le format, de façon à ce que ça soit plus, je dirais, un outil qui soit partagé. Alors, il n'est pas difficile d'accès, il est sur notre banque de formation que l'on propose à l'ensemble des structures de la cohésion sociale. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un parcours. C'est un parcours sur plusieurs mois qui va alterner des temps collectifs et puis des intercessions qui permettra aux maîtres d'apprentissage, aux tuteurs, de se faire une idée, de mettre en application ce qu'il a appris. Et sur ce parcours, où ce sont des cohortes d'à peu près 10 maîtres d'apprentissage qui sont rassemblés, eh bien, ce sont des échanges entre pairs. Ce sont des échanges entre pairs parce que les questions, elles émergent petit à petit sur ce sujet-là. Voilà, donc c'est pas quelque chose de neutre. À côté de ça, un outil peut-être plus traditionnel, un guide, alors là aussi qui va être rénové, on va sortir du papier pour dématérialiser un petit peu pour qu'à tout moment, en sortant son smartphone, on ait l'outil. Voilà. Donc des formations et un guide pour accompagner nos tuteurs. Merci pour ces précisions. Alors revenons un peu aux difficultés économiques dont vous nous avez parlé tout à l'heure, David Cluzot. J'ai envie de vous poser la question des mutations. On entend beaucoup parler de la question des mutations, des transitions, la transition technologique, numérique. C'est pas un peu la même chose dans la cohésion sociale? Alors, Quelles sont vos mutations dans la cohésion sociale? Tellement nombreuses. Non, là, je vois pas, en fait, au-delà de la plaisanterie, je ne vois pas pourquoi on y échapperait en réalité. Aujourd'hui, les grandes mutations que vous venez de citer, alors on parle presque plus de transition. J'aime bien le mot mutation. Il me paraît bien correspondre à ce qui est en train de se passer. Elle touche la cohésion sociale, à la fois dans les entreprises, dans leur cœur d'activité, mais évidemment les métiers et donc la mutation des métiers et des besoins en compétences qui vont être liés aux métiers. Donc, comme partout ailleurs, les trois grandes qu'on cite aujourd'hui, je vais les citer dans le désordre exprès, la transition écologique. Je la cite en premier parce qu'en réalité, aujourd'hui, d'abord, elle a été déjà beaucoup documentée, on y a déjà beaucoup travaillé, les OPCO ont des obligations en la matière et on fait un effort au sein de l'OPCO de la cohésion sociale pour que ça soit un sujet qui soit particulièrement saisi par nos secteurs, qui par ailleurs sont investis en la matière. Le deuxième, c'est la transition... alors, on dit numérique, mais particulièrement lié aux effets et au développement extrêmement rapide de l'intelligence artificielle.
Aujourd'hui, on ne mesure pas encore complètement les effets dans nos secteurs, parce qu'on dit que ce sont des secteurs qui sont liés à la question de l'humain. Mais malgré tout, il va falloir qu'on arrive à manipuler l'IA. Ils arrivent, il y a des agents IA, je ne sais pas comment ils appellent, conversationnels. Au fur et à mesure, on va avoir sans doute des agents, même peut-être pour nous aider à nous promener, j'en sais rien. Enfin, bon. En tout cas, il y a un développement extrêmement rapide de l'IA, et parallèlement et en même temps, il y a un développement extrêmement rapide de la robotique. Donc, évidemment, ça va changer nos métiers. Et à quel niveau sera l'impact, ça, on n'en sait rien. Mais l'année dernière, on a eu une excellente conférence à Uniformation qui a traité le sujet de l'intelligence artificielle et en lien aussi avec la robotique. Ce qui est très clair, c'est que pour les employeurs, il va y avoir un sujet qui est de se dire où est-ce qu'on met de l'IA et où est-ce qu'on n'en met pas. Qu'est-ce qu'on veut garder à la main de l'humain et qu'est-ce qu'on veut confier finalement à quelque chose qui est de l'ordre de la machine. Donc il y a un sujet, on n'en voit pas encore complètement le périmètre, mais c'est une transition profonde et dire ou penser que ça n'impactera pas nos métiers serait sans doute une erreur. Pareil, on va le documenter au fur et à mesure et en fonction des résultats, on fera évoluer le besoin en compétences et on travaillera avec Unifpro et avec d'autres pour que les certifications à l'avenir intègrent bien cette dimension-là. La troisième transition, qui est une transition fondamentale, pour moi la majeure, c'est la transition démographique. On le voit bien aujourd'hui, elle fait la une des journaux. Et quand on est dans la cohésion sociale, l'effet il est immédiat et direct sur les métiers. Vieillissement très important de la population, un taux de natalité qui est beaucoup moins élevé. Donc on voit bien qu'il y a des risques sur une forme d'entreprise. Pour autant, il y a un besoin extrêmement important d'avoir des solutions pour les plus jeunes, etc. Donc des métiers qui sont vifs et dont le besoin aujourd'hui encore se développe. Donc aux deux chaînes finalement de la vie, des petites enfances et la population vieillissante. Donc il y a des enjeux sur ces métiers-là. Ils vont être plus nombreux. Il va falloir qu'on les rende plus attractifs, mais aussi avec des modalités d'intervention qui vont nettement évoluer. Ça, c'est l'évolution des métiers. Et dans nos entreprises, c'est l'apparition, au fur et à mesure que les générations vieillissent, et je sais de quoi je parle, de salariés seniors, donc qui ont des enjeux potentiellement d'évolution de leurs compétences, de changer de métier aussi, parce qu'il y a des métiers qui sont plus durs à faire que d'autres à un certain âge, puis aussi d'envie d'évoluer dans des parcours professionnels. Puis plus on est senior, plus on a en face, on est confronté à des situations d'aidance, plus on est confronté à des situations effectivement nouvelles dans la vie. Et ça aussi, c'est un sujet aujourd'hui pour les entreprises de la cohésion sociale qui va nécessairement percuter le besoin en formation et la manière de former. Une nouvelle fois, sur ces deux sujets-là, si on parle de la reconversion ou d'autres choses, on va avoir des dispositifs qui vont arriver, mais c'est bien notre capacité à manipuler l'apprentissage pour accueillir des jeunes dans nos rangs et le contrat de professionnalisation pour aussi organiser des parcours professionnels de certains salariés ou de certaines personnes qui seraient plus âgées dans les entreprises de la cohésion sociale. Donc, 3 grandes transitions, sans doute d'autres, puis je ne veux pas revenir sur les difficultés économiques, là c'est massif et c'est conjoncturel, mais les 3 autres sont vraiment structurels et on se doit de les appréhender et je crois que nous allons le faire aussi en les renseignant de plus en plus à l'aide d'enquêtes prospectives. D'accord, donc si je comprends bien, ces mutations écologiques, ces mutations numériques et ces mutations démographiques font évoluer vos métiers. Natalia Jourdain, est-ce que vous pensez que c'est une opportunité pour les entreprises de la cohésion sociale de développer l'alternance, de recourir à l'alternance face à ces mutations? Oui, assurément. Alors, l'alternance n'est pas la réponse ni la solution. D'ailleurs, s'il y avait une solution magique, ça se saurait depuis le temps. Mais en tout cas, elle peut contribuer à accompagner les évolutions dans les entreprises. Alors on pense assez naturellement aux seniors avec la mise en place de tutorats pour transmettre les compétences à la nouvelle génération. On peut aussi citer d'autres exemples. La santé mentale, c'est un sujet chez les jeunes, chez les alternants, chez les étudiants, mais aussi dans les entreprises pour leurs propres salariés, mais aussi pour les publics qui sont accompagnés. De plus en plus de formations se font, de sensibilisation. Il y a des formations professionnelles qui intègrent des modules sur la santé mentale dans les programmes. Donc ces jeunes alternants, moins jeunes aussi d'ailleurs, mais quand ils vont arriver dans l'entreprise, ils vont pouvoir apporter aussi cette expérience, cette expertise par la formation qu'ils ont reçue et ainsi apporter une plus-value dans
l'accompagnement des personnes, des publics. La même logique peut être aussi transposée avec les évolutions technologiques. Les alternants sont formés à l'exercice des métiers avec ces nouvelles technologies. Alors on pense assez facilement à l'intelligence artificielle, mais pas que. Donc de la même manière, lorsqu'ils vont importer dans l'entreprise cette nouvelle manière de travailler avec cette nouvelle sensibilisation, eh bien ça va pouvoir diffuser la même chose avec les transitions écologiques et environnementales, bien évidemment. Alors toutes ces questions justement de mutation sont au cœur de la nouvelle édition de la Semaine de l'Alternance, qui, je le rappelle, aura lieu du 1er au 5 juin. On en est déjà à la 5e édition. Olivier Philippe, qu'est-ce que les participants vont pouvoir trouver dans le programme de cette semaine, justement ? Eh bien, l'intérêt du fil rouge de ce nouveau millésime de la Semaine de l'Alternance dans la cohésion sociale, c'est bien de questionner l'ensemble des mutations dont on a pu à l'instant en parler. Ça sera à la maille à la fois nationale, mais aussi en proximité, dans des belles régions que peuvent être la région Rhône-Alpes, éventuellement aussi à Marseille. Vous allez avoir un certain nombre de sujets, de réflexions qui vont être portés. À nouveau, on va parler d'IA, on va parler de santé mentale, vous savez, qui est un sujet tout à fait pertinent actuellement. On va aussi re-questionner des sujets qu'on a effleurés lors de nos échanges à travers du non-recours à l'alternance, la prévention des ruptures des contrats. Et puis, on aura aussi le plaisir de proposer à l'ensemble de nos interlocuteurs des idées peut-être un peu plus techniques. Là, on va revenir sur comment est-ce que je fais avec ces fichus contrats d'apprentissage sur le point de vue technique. Comment, j'y reviens aussi, comment est-ce qu'on développe un tutorat de qualité. Donc on va avoir une trentaine d'événements, différents formats qui vont émailler cette semaine et qui, je suppose, trouveront chacun leur public. Alors Olivier Philippe, cette semaine de l'alternance démarre avec son côté festif, mais il faut bien que je vous pose la question. Quand même. La question de la qualité et de la fraude. Uniformation s'est-il emparé de cette problématique de la fraude ? Est-ce que c'est devenu un de vos sujets aujourd'hui par rapport au développement de l'alternance et à la gestion des fonds d'alternance ? Alors oui, ça s'est imposé, je dirais, un peu à notre corps défendant sur le sujet de l'alternance. C'est vrai que dans l'euphorie du décollage de ce dispositif, on était tous un peu focalisés sur l'aspect volumétrique de la chose. Et puis, de façon plus ou moins insidieuse, on a des malfaisants qui, voyant l'argent public couler à flot, se sont dit pourquoi pas nous ? D'un phénomène qui pouvait à l'origine passer pour marginal, on a vu petit à petit malheureusement se concrétiser une fraude systémique industrielle. On est passé de la personne qui arrangeait un petit peu le dossier parce qu'il avait oublié une signature quelque part, à des phénomènes où vous avez des contrats virtuels avec des CFA qui le sont tout autant. Donc oui, il y avait un sujet sur lequel, indépendamment de la pression que peuvent mettre les pouvoirs publics sur le sujet, c'est imposé à nous. Après, nous ne sommes pas des brigades policières, nous ne sommes pas des brigades d'investigation. Nous avons, par contre, la vocation à tenir tout notre rôle en la matière. Donc, ce sont des moyens, ce sont des techniques qu'il faut mettre en œuvre et qui ne pourront produire des résultats que si elles sont coordonnées. Il faut que chacun des acteurs de l'écosystème y contribue. Les CFA eux-mêmes, les pouvoirs publics, chacun d'entre nous, les citoyens, pour que ce sujet qui malheureusement fait un peu désormais la une, parce qu'on parle toujours des trains qui n'arrivent pas à l'heure, ne ternisse pas la réalité du succès et de l'intérêt que présente l'apprentissage. Effectivement, il faut bien le dire, la plupart des contrats se déroulent tout à fait normalement et se passent bien. Natalia Jourdain, comment définiriez-vous la qualité
à Uniformation, enfin la qualité des formations en alternance, comment est-ce que vous pouvez contrôler cette qualité? Comment vous y prenez-vous à Uniformation? Est-ce qu'il y a des solutions? Solution miracle, encore une fois, certainement non, mais en tout cas des outils. La définition de la qualité est très vaste, mais en tout cas, c'est un sujet qui est particulièrement prégnant et d'actualité. D'autant plus voilà, avec la raréfaction des fonds publics et le bon usage des fonds publics implique aussi une qualité des actions de formation qui sont délivrées. Alors on peut citer bien sûr le référentiel qualité qui est mis en place par les financeurs de formation dans le cadre du GIE des 2 OF et qui permet de mettre en place des contrôles. Alors des contrôles qui vont se faire de manière aléatoire mais aussi de manière ciblée suite à des signalements de non-satisfaction, donc pour objectiver la situation. Alors ces contrôles ne se font pas que sur le côté administratif, bien entendu, mais on regarde cahier des charges justement dans le cadre du référentiel. Mais aussi un parcours de qualité, c'est un parcours qui satisfait les acteurs. Qui satisfait les entreprises, qui satisfait les alternants. Dans le cadre de ce sondage de la satisfaction des usagers de la formation en alternance, on peut établir plusieurs années de suite et déjà sur la dernière année, 89% de satisfaction chez les employeurs et 84% pour les alternants. C'est un très très bon score. On peut encore l'améliorer, mais en tout cas, voilà, c'est un élément assez objectif. Et après, on peut aussi voir la qualité à travers de la mise en œuvre de la formation sur le terrain concrètement. Oui. Et pour conclure sur ce sujet-là, il est vrai que les CFA renvoient souvent cette image à Uniformation d'employeurs vertueux et d'employeurs de la cohésion sociale avec des valeurs qui savent accueillir leurs apprentis avec de très bons retours. En effet. On a parlé exigence de qualité et de confiance dans l'alternance, donc je reste avec vous, Natalia Jourdain, sur le sujet. La qualité, c'est aussi de savoir reconnaître et aussi de valoriser ceux qui s'engagent concrètement sur le terrain. Et c'est notamment l'objectif des trophées de l'alternance qui sont organisés depuis de nombreuses années par Uniformation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consistent ces trophées ? Oui, tout à fait. Les trophées de l'alternance, c'est une manière de mettre en lumière des projets originaux, des actions innovantes ou des belles histoires qui vont illustrer le développement de l'alternance dans la cohésion sociale. Un jury se réunit, examine tous les dossiers et au final décerne les trophées. Pour cette édition 2026, nous avons souhaité mettre en lumière des projets particuliers dans les petites entreprises, les territoires ultramarins, notamment des innovations sociales territoriales ou encore des politiques d'alternance inclusive. Ok. David, dernière question. Pour vous, qu'est-ce que représentent ces différentes initiatives matérialisées par ces trophées de l'alternance ? Qu'est-ce que ça vous dit au niveau de l'évolution des pratiques en matière d'alternance dans la cohésion sociale ? Vous pouvez nous en dire un mot par rapport à ça ? En fait, beaucoup de choses. C'est assez intéressant de lancer cet appel pour les trophées de l'alternance en disant finalement, allez, venez nous raconter comment ça se passe chez vous et puis on va faire émerger, comme le disait Natalia, des pratiques un peu innovantes, des belles histoires à raconter, parce que parfois c'est pas simplement la technique qui est intéressante dans un projet qui réussit, c'est aussi l'humanité qu'on peut y mettre et qu'on peut y trouver. C'est ce que disent ces trophées de l'alternance. Ça dit plusieurs choses. Ça dit on regarde ce qui nous est remonté et revenu que dans la cohésion sociale, même si c'est pas simple, on l'a dit au long de cet échange, qu'on arrive à une forme de maturité dans la pensée de l'alternance au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que ça ne tombe plus par hasard, on essaye de la penser, de la construire. Et ça, c'est juste fondamental parce que c'est la première brique tout à fait essentielle de la question de la qualité d'un parcours. Réussir l'alternance, c'est réussir un premier triptyque, celui d'une rencontre entre une volonté de se former,
est d'intégrer un univers professionnel, celui d'un employeur ou d'une entreprise qui a un besoin en matière de formation ou qui veut simplement se lancer dans cette transmission dont on a parlé tout à l'heure, et celui d'un organisme de formation par l'alternance qui dit qu'il y a une vraie proposition qui correspond à ce qui est attendu d'une part de l'entreprise et d'autre part par le salarié. Donc triptyque très important qui s'il fonctionne bien et en fonction des projets, va permettre de réaliser une parfaite... à rentrer même sur des dynamiques d'inclusion, favoriser des accompagnements un petit peu, même très individualisés en fonction des parcours des uns et des autres. Donc il y a bien à la fois les aspects administratifs, les aspects formatifs et les aspects extrêmement humains dans la construction de tout ça. Ce que nous disent aussi les trophées d'alternance, c'est qu'en réalité ce triptyque ne se suffit pas en lui-même. La réussite vaut aussi parce qu'elle réunit derrière un ensemble de parties prenantes pour lever un certain nombre de freins que ces trois-là ne peuvent pas lever. La question du logement, parce que la question du logement est quand même fondamentale. On sait très bien aujourd'hui, d'une manière générale, que l'accès au logement, c'est ce qui est sans doute le plus difficile dans la vie d'une personne, notamment pour entrer dans une vie professionnelle. La question de la mobilité aussi, il faut être mobile, et notamment quand on n'a pas nécessairement une offre de formation à disposition, il y a aussi la capacité à aller chercher de l'offre de formation. Et ces expériences qui nous sont revenues et qui viennent de tous les territoires montrent l'ensemble des atouts de construire un projet dès lors qu'on mobilise le triptyque et des compétences périphériques, des bonnes volontés périphériques ou des solutions périphériques qui vont lever l'ensemble des freins. Donc de la région Grand Est à la Guyane, on a eu des beaux projets qu'on a décidé aujourd'hui de récompenser et qui ont été retenus par un jury qui s'en félicite. Donc on va adresser toutes nos félicitations aux lauréats 2026 et puis chacun pourra recevoir directement sur son territoire son trophée. Et puis par ailleurs, il y aura bien évidemment une mise en avant de ces expériences qu'on a relevées comme étant des expériences tout à fait inspirantes. Eh bien, on arrive au terme de ces échanges. On tenait à remercier bien entendu l'ensemble des participants pour leurs réponses et pour leur analyse. On espère que vous serez nombreux à participer aux autres événements prévus lors de notre 5e édition de la semaine de l'alternance de la cohésion sociale. Je vous dis à bientôt. Merci. Merci à tous. Merci.